Chaque matin, vous entrez dans un monde invisible. Un monde façonné par des choix que vous ne voyez pas. Pousser une porte, s'asseoir, consulter une application, tout paraît évident. Comme si c'était fait pour vous. Comme si cela allait de soi. Mais derrière chaque objet, chaque espace, chaque parcours, il y a une main, une décision, une intention. Un architecte de l'invisible. C'est lui qui a décidé où serait placée cette poignée de porte, la hauteur de cette marche, la taille de ce texte sur votre écran, ou quelle action déclencherait un simple clic. Ce pouvoir discret, il l'exerce sans que vous y pensiez, jusqu'au jour où il vous oublie. Alors vous butez, vous tâtonnez, vous renoncez. Prenons un exemple, c'est Julien, entrepreneur malvoyant à Amiens. Il développe une appli de pilotage d'activité, mais chaque fois qu'il doit consulter ses indicateurs, il doit demander de l'aide. Parce que l'interface, pourtant intuitive, ne prend pas en compte la navigation vocale. Ou bien Sophie, chercheuse à Lille. Elle se déplace en fauteuil, elle arrive devant un laboratoire flambant neuf, porte automatique, escalier large, écran tactile même à l'accueil, mais aucune rampe, aucune alternative. Alors elle reste dehors et son badge ne suffit pas. Ou encore cette start-up textile à Roubaix. Elle présente son prototype de vêtements connectés, pensé pour la mobilité, il est beau, technique, intelligent, mais impossible à enfiler pour une personne âgée. Le jury ne dit rien, mais il ne financera pas. Le design, c'est ce pouvoir immense de choisir qui est inclus, qui est oublié. Et pourtant, une autre voie s'impose. Un design attentif à la diversité des expériences, qui écoute plutôt qu'il ne suppose, qui considère chaque différence comme un levier, pas une contrainte. Ce design, c'est le design inclusif. Et si on reprenait tout depuis le début ? Si au lieu de forcer l'adaptation, on écoutait les usages réels. C'est pas une utopie, c'est une nouvelle grammaire du design. Et cette grammaire, certains l'écrivent déjà chaque jour dans l'ombre. Pendant des décennies, le design s'est structuré autour d'un modèle unique, l'utilisateur standard. Un homme, adulte, valide, droitier, à l'aise avec les outils numériques et physiques. Ni trop jeune, ni trop vieux, sans trouble d'apprentissage, ni contraintes sociales. Sur ce modèle précis, on a conçu des sièges, des logiciels, des parcours clients, des services publics, des réseaux entiers, mais cet utilisateur type n'a jamais représenté tout le monde. Les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées, neuroatypiques, celles qui ne parlent pas français, celles qui ne lisent pas, celles qui n'ont pas le temps. Toutes ont été contraintes à s'adapter, à bricoler ou à abandonner. Écoutez-les, je n'ai jamais réussi à m'inscrire à ce service. Je n'ose plus prendre le train, je n'y comprends rien. Je laisse toujours tomber au bout de 3 clics. Je n'ai pas été prévu dans ce système. Je suis fatiguée de demander. Ces voix-là, pendant longtemps, on les a entendues trop tard. Parce que l'exclusion était gérée après coup, par des aménagements spécifiques, parfois utiles, souvent maladroits, toujours stigmatisants. Des logiciels spéciaux, des entrées à part, des conditions d'exception. Comme si la norme était ailleurs, et eux, en marge. Mais un jour, une idée a fait son chemin. Et si l'on concevait dès le début pour cette diversité ? Et si l'on reconnaissait que la norme, ce n'est pas la moyenne, mais la variété. Ce changement radical de perspective ouvre alors une nouvelle ère pour le design, celle de l'inclusion comme principe fondateur plutôt que comme simple correctif. En France, près de 12 millions de personnes vivent avec un handicap. Mais si l'on ajoute les troubles temporaires, les situations contextuelles, les barrières sociales et culturelles, ce chiffre double. On parle alors de 20 à 25% de la population. Et pourtant, la majorité des services, des produits, des interfaces sont encore pensés pour un seul type d'usager. Mais cette norme vacille. Des écoles de design intègrent désormais l'inclusion dans leur cursus. Des collectivités s'engagent dans des politiques d'accessibilité universelle. Des entreprises comme Microsoft, Decathlon ou SNCF investissent dans la conception pensée par et pour tous. Parce que l'inclusion ne concerne pas une minorité, elle concerne tout le monde. Un bon design inclusif ne simplifie pas pour les faibles. Il améliore l'expérience pour tous. Il fluidifie, il apaise, il rend autonome. Prenez l'exemple des sous-titres. Créés pour les personnes sourdes ou malentendantes, aujourd'hui utilisés par 80% des usagers sur mobile. Ou les trottoirs abaissés, pensés pour les fauteuils roulants, utilisés par les poussettes, les valises, les livreurs, les cyclistes. Ce qu'on fait pour quelques-uns bénéficie à tous. Le design inclusif, c'est ça. Un moteur d'innovation. un révélateur de solutions, un miroir de nos choix de société.
Ce n'est pas une option, c'est un engagement. Parce qu'inclure, ce n'est pas élargir, c'est mieux penser. Et quand on pense mieux, on crée plus fort. Bonjour Simon. Bonjour Mathieu. Simon, vous êtes le cofondateur et le directeur de l'association Signes de Sens, qui invente des solutions pédagogiques en partant des besoins des personnes en situation de handicap. Vous défendez en fait une vision où le handicap est une facette de la diversité humaine et à ce titre un levier de créativité et d'innovation. On va parler de design inclusif. Est-ce que vous aviez conscience de faire du design inclusif en créant Signes de Sens ? Alors pas du tout. Quand on a créé Signes de Sens, à la base, c'était tout simplement de répondre à un besoin qu'une personne exprimait, de vouloir participer, là en l'occurrence, à des activités culturelles. Et on s'est posé un peu la question de comment on pouvait faire, qu'est-ce qu'il fallait transformer, qu'est-ce qu'il fallait bouger. Tout le monde pensait que lui, il devait se transformer. Nous, on s'est demandé ce qu'on pourrait transformer dans l'expérience. Et c'est un peu comme ça qu'on a amorcé petit à petit un chemin vers le design. C'est que on a, on va dire, dans le champ du handicap, toute une partie aide technique qui est de dire comment je peux équiper la personne ou compensation, comment je peux compenser sa situation pour qu'elle puisse venir. Et il y a un deuxième versant qui est complémentaire, qui est celui du design inclusif, qui est de dire je vais transformer la situation pour qu'avec cette particularité-là, je puisse participer le plus possible. Et c'est en fait la complémentarité entre ces deux approches qui en fait fait l'inclusion. C'est comme pour les lunettes, bêtement. Si toutes les personnes qui ont des lunettes, je leur enlève les lunettes, elles peuvent aller à tous les cinémas du monde. Même inclusif, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment cette combinaison, transformer l'expérience, avoir les aides techniques qui va faire la réussite. Le déclic, donc, au départ, c'est une rencontre personnelle, c'est une situation. Oui, et c'est hyper important parce que sur le design inclusif, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on aborde les questions d'accessibilité sous un angle très moral. Du coup, il y a les gens gentils qui s'intéressent aux gens en galère, et il y a les gens méchants qui n'en ont rien à foutre. En plus, souvent, ils aiment plus l'argent, etc. Bref. Donc, en fait, c'est le problématique de ce sujet du handicap, c'est qu'on a un jugement de valeur. En fait, je pense que c'est beaucoup plus mécanique que ça. Quand on a inventé le foot, je crois pas qu'on s'est tous réunis entre personnes qui marchent pour se dire comment on va faire chier les gars en fauteuil. On va faire un truc qu'ils pourront jamais faire. Je crois bêtement qu'en fait, quand on a inventé le foot, les gars en fauteuil, c'était pas là. Et du coup, la question du design inclusif, elle est juste qu'on invente des situations, on invente des expériences en fonction de qui est présent. Et quand tout le monde est là, on invente un truc où tout le monde va pouvoir jouer. Si tout le monde n'est pas là, on va inventer un truc pour ceux qui sont présents. Et en fait, la question du handicap et la question du design inclusif, c'est avant tout une histoire d'être présent. Et c'est ce qui change tout. Moi, j'ai rencontré une personne sourde, je savais même pas que ça existait. Et quand elle est rentrée dans mon espace de vie, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais ça, comment on va le faire ensemble ? Et ça, comment on va le travailler ensemble ? Et voilà. Et donc, la clé, ça reste la présence et la participation. C'est un peu aller à rebours des normes, peut-être ? Oui, parce qu'en fait, la norme, c'est toujours intéressant. Norme, c'est normatif, normal. Moi, je fais beaucoup d'interventions ou de formations où je demande aux gens, souvent on parle du handicap, mais du coup, ce serait quoi une personne normale ? Et très souvent, on voit que pour les gens, une personne normale, c'est une référence statistique. C'est-à-dire, dans mon expérience à moi, qu'est-ce que je vois le plus souvent ou qu'est-ce que je vois souvent ? Et quelqu'un qui va être anormal, c'est quelqu'un qui va détonner par rapport à cette habitude. Et on revient à la question de présence. Si à l'école, je grandis avec des gamins qui ont des sensorialités, des cognitions, des sensibilités différentes, en fait, ça me paraît normal. Et donc, quand on va inventer un truc ensemble, on va l'inventer inclusif, etc., etc. Je dirais que c'est un peu comme les garçons et les filles, parce que mine de rien, on fait comme si c'était naturel d'aller à l'école ensemble, mais c'est pas si vieux que ça. Et je pense qu'avant, on se disait, non, c'est des expériences différentes. Puis quand on les a mélangées, on s'est rendu compte que les garçons et les filles inventaient des expériences communes. C'est la même chose pour le handicap. Plus on va se mélanger, plus mécaniquement les expériences, elles seront communes. Et d'après vous, donc, partir du particulier, ça bénéficie forcément à l'ensemble ? Toujours. J'ai pas trouvé de contre-exemple à ça. C'est-à-dire qu'en fait, la société, c'est aussi un truc qu'on oublie, mais la société ne s'est faite que par intérêt croisé. C'est-à-dire qu'au tout départ, si les gens ils avaient pu vivre chacun dans leur coin et avoir exactement ce qu'ils voulaient, je pense qu'ils auraient presque préféré ça. Mais on n'était pas trop l'espèce gagnante sur l'échelle de la survie. Du coup, on a été obligé de se fédérer. Mais surtout, on s'est fédéré parce qu'on avait des talents différents et des postures différentes. Et en fait, la diversité, c'est la clé de notre survie, à la fois génétique et à la fois sociale. C'est vraiment, il n'y a pas de magie là-dessus. Et même dans une entreprise, il y a plein d'études aujourd'hui qui montrent que s'il y a de la diversité, il y a de la créativité. S'il n'y a pas de diversité, il y a une chute de la créativité. Et en fait, l'entreprise, elle chute. C'est vraiment une absurdité de penser qu'on peut normaliser et avoir de la créativité ou de la capacité à répondre à un défi de l'environnement. C'est forcément diversité qui est la clé de la résolution. Et la deuxième erreur, c'est de penser que parce qu'on invente avec quelqu'un qui est un peu atypique, ça va être que pour lui. En fait, moi j'ai fait des sciences à la base. En science, la seule chose qui intéresse les scientifiques, c'est les choses qui détonnent par rapport aux règles.
parce que c'est là qu'on va faire de la créativité, qu'on va faire de l'innovation. Mais ce qu'on va comprendre, on va le comprendre pour tout. Quand Einstein il dit bah oui, la mécanique classique c'est pas forcément évident et ça marche pas toujours, puisqu'à cette échelle-là ça marche pas, en fait on se rend compte que ça transforme toute notre lecture de la physique du monde, pas juste les micro-bazars qui répondaient pas. C'est pareil sur les apprentissages. Quand tu as un enfant qui a une difficulté d'apprentissage, ce qui est intéressant c'est qu'avec lui on va mieux comprendre un processus d'apprentissage, et ce qu'on va inventer on va le réappliquer sur les autres et on se rend compte qu'on a de la performance. Est-ce qu'on peut concrétiser cette vision? Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet que vous avez développé avec Signes de Sens, peut-être? Il y a un exemple assez simple, c'est la langue des signes. Puisque la langue des signes, à la base, c'est des personnes sourdes qui l'utilisent avec des personnes sourdes, puisqu'elles ne peuvent pas se parler. Donc, voilà. En tout cas, pour celles qui n'aiment pas ou qui ne pratiquent pas l'oralisation. Et donc, elles ont développé cette langue gestuelle. Mais en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la plupart des utilisateurs de la langue des signes, ce sont des parents qui ont des bébés qui ne parlent pas encore, et qui utilisent les signes parce qu'on peut apprendre des signes plus vite qu'on ne peut apprendre à dire des mots. C'est plus simple. Et en fait, cette langue des signes inventée par les sourds entre sourds, elle a aujourd'hui une fonction première qui est celle d'aider des parents à discuter avec leur bébé parce qu'ils galèrent. Ils ne savent pas s'il a faim, s'il a froid, s'il a chaud, etc. Et un bébé peut apprendre jusqu'à un peu plus de 12 signes qu'il utilise de façon pertinente avant même de savoir parler un seul mot. Donc ça, c'est un super exemple de commun. Le vibreur du téléphone portable, ça a été inventé pour les sourds. Le SMS, ça a été inventé pour les sourds, etc. Tout ça, c'est assez classique. Et nous, à Signes de Sens, si je prends un de nos exemples, on a fait donc Ben le Koala, qui est un petit personnage compagnon pour les apprentissages en maternelle. Tout dans Ben est construit avec des enfants avec autisme. Tout. On construit tout avec eux, parce que ce sont des enfants hyper exigeants, hyper pointus. Et quand on sait qu'on a réussi à répondre à leurs besoins et à comprendre leurs enjeux, en fait, on a un outil ultra performant sur les autres enfants. Et aujourd'hui, 80% au moins de nos utilisateurs n'ont rien à voir avec l'autisme et ne savent même pas que Ben est construit et conçu avec des enfants concernés par l'autisme. C'est vraiment... et c'est toujours comme ça. C'est un mouvement magique auquel il faut avoir dans lequel il faut avoir une espèce de foi. C'est qu'on est tous ensemble, c'est super chiant la plupart du temps, mais en vrai, c'est assez fondamental qu'on ne soit pas tous pareils. C'est une démarche où, en fait, la contrainte, c'est le moteur. Exactement. Tout simplement. Exactement. Mais de toute façon, il n'y a jamais personne qui s'est dit « Ah, il n'y a pas de problème, tiens, je vais inventer une solution ». Ça n'existe pas. On a toujours évolué par contrainte, sous la pression. Et même en créativité, quand on est dans une école de design, on apprend à designer sous contrainte. Il faut une problématique, il faut un contexte. Et plus le problème est fin, plus la créativité, elle va être challengée. Et c'est ça qui est stimulant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce que j'aime, c'est que dans le handicap, le problème, il est toujours complexe, fin, et en même temps, improbable des fois. Et moi, je trouve pour un créatif, c'est juste génial, quoi. J'aimerais vous faire réagir sur le négatif, partir de l'accessibilité telle qu'elle est présente dans nos villes, dans notre société, pour vous demander les erreurs qui vous semblent les plus fréquentes ou peut-être les plus agaçantes. Les éviers dans les toilettes. En fait, on les rabaisse. Donc, il y a 1% de la population qui est en fauteuil. Donc, 99% de personnes qui vont se faire chier pour se laver les mains, pour aider 1% de personnes à se laver les mains. Ça n'a aucun sens, ça, en termes d'énergie sociale. Puisqu'il y a 99% des gens qui vont être en colère intime, sans forcément le verbaliser, contre un utilisateur qui a fait qu'on a transformé le truc et du coup, ça leur est plus adapté. Ça, pour moi, c'est un mauvais exemple. Je dis pas que c'est facile, hein. Le problème, il faut le résoudre. Je dis pas que c'est facile, mais je pense quand même qu'en termes de design, on serait capable de faire des trucs pas mal. Enfin, d'ailleurs, il y a déjà des réponses en vrai. Mais en tout cas, c'est un bon exemple de la norme qui passe devant l'expérience et la qualité d'expérience. On impose une norme, du coup tout le monde a un machin, et en fait ça correspond quasiment à personne. Donc ça pour moi c'est vraiment un déficit de créativité déjà, et puis une perception très technique et très législative de la diversité. La diversité c'est plutôt on se rencontre, on doit tous les deux se laver les mains, du coup comment on va faire? Moi j'ai envie d'être bien, t'as envie d'être bien, et toi comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que ça se passe. Et de la même façon que quand on a élargi les toilettes pour les personnes handicapées, moi j'ai envie de dire, quand on est à la gare et qu'on a envie d'aller aux toilettes avec son bagage, son manteau et machin, prenez les toilettes handicapées. L'idée d'avoir de la place dans les toilettes, c'est pas absurde pour tout le monde. Enfin, vous voyez, donc ça pour moi c'est un peu, enfin voilà, l'histoire de lavabo c'est un peu un exemple commun mais de raté. Et de façon générale, les normes et standards, moi je m'en méfie beaucoup. Je me rappelle d'une crèche qui m'avait expliqué qu'ils étaient en galère parce que pour l'accessibilité, donc c'était des portes automatiques, hein, pour l'ouvrir il fallait appuyer sur un bouton. Pour l'accessibilité, il fallait que le bouton soit en dessous d'1,20 m. Et comme c'est des enfants en crèche et qu'ils peuvent pas sortir tout seuls, il fallait que le bouton soit au-dessus d'1,20 m. Et du coup, on voit bien à un moment la limite de la norme. C'est le moment où la norme, elle oublie que les gens doivent être intelligents et vivre ensemble. En fait, ça n'est pas respecter les normes.
c'est discuté, quoi. Alors, d'après vous, c'est quoi le processus de création? Alors, évidemment, de la co-construction, de l'écoute. Est-ce que la statistique aussi, c'est quoi C'est vivre ensemble, en fait. Ça, je pense vraiment que les gens, ils se rendent pas compte. C'est vivre ensemble. Une personne avec un handicap, elle préférera toujours avoir des copains et galérer pour marcher 3 marches que pouvoir marcher des marches parce qu'il y a un ascenseur, mais pas avoir de copains. Ça, je pense que c'est pareil, c'est une mauvaise compréhension de l'inclusion. L'inclusion, ce n'est pas faire comme vous, avec les moyens que j'ai moi. Non, l'inclusion, c'est avoir la même qualité d'expérience que vous, là où on est, en étant en relation. Et je pense vraiment que l'enjeu de l'inclusion, c'est vivre ensemble. Ce n'est pas faire la même chose. Moi, je fais 1m88, il y a des gens qui font 1m60, on ne fait pas la même chose dans le quotidien. Moi, je ne serais jamais jockey. Un jockey fait 1m60, c'est comme ça. Et c'est tout. Et donc, ça ne me gêne pas parce que dans ma vie, j'ai plein d'autres opportunités. J'ai des relations, j'ai des amis, j'ai un cercle, etc. Donc l'enjeu 1, pour moi, les relations. L'enjeu 2, créer des expériences ensemble. L'enjeu 3, les normes et les standards. Et juste remettre les priorités dans l'ordre, c'est hyper important. Et alors, si on s'adresse à une collectivité, vous leur dites, les outils, c'est les yeux et les oreilles, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sur une collectivité, moi je dis toujours la même chose. En fait, quand les gens se lancent dans des projets de handicap, ils réfléchissent toujours à des projets compliqués. Moi je dis toujours, rencontrez des gens. Commencez par rencontrer des gens. Ne faites pas un projet sans avoir quelqu'un qui est là et qui discute avec vous. Ça n'a pas de sens. Et ça coûte pas cher. Moi j'ai travaillé sur des projets, je travaillais dans un gros musée, sur un visio-guide. Donc ils ont dit aux sourds, qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir venir au musée librement? Ils ont dit un visio-guide, donc comme un audio-guide, mais sur un écran avec un signeur, enfin voilà, le texte traduit en langue des signes. Du coup, ils ont passé 100 000 balles de budget là-dedans. Ils ont sorti le truc, il n'y a personne qui est venu. Même les sourds qui l'ont demandé, ils ne sont pas venus, parce qu'ils n'ont pas de relation. Un sourd, c'est quelqu'un qui, fondamentalement, est en rupture de relation. Et vous allez, premier projet que vous faites, un dispositif de visite autonome. Mais son enjeu à lui, c'est des relations, c'est pas l'autonomie. Et donc, dans un autre musée de même taille, ils ont fait des apéros, 20 fromages, visite guidée. Ils ont eu 150 personnes. C'est vraiment cet enjeu-là. L'enjeu du handicap n'est pas un enjeu technique, ça n'est pas un enjeu stratosphérique, c'est simplement des relations. Et après, ça va se développer tout seul. Donc voilà, collectivité, rencontrer des gens, échanger, discuter, requalifier les besoins. N'écoutez pas les demandes des gens, mais ne les oubliez pas quand même. C'est un boulot de design, en fait. De design, mais quand on parle de design inclusif, l'inclusivité, en fait, c'est pas forcément un travail de designer, le design inclusif. En fait, je pense que dans le design, il y a plein de métiers différents. Moi, je suis plutôt sur la partie design de service, c'est-à-dire repenser des parcours utilisateurs, etc. Donc, je fabrique pas des tables, des chaises, etc. Ça, c'est le design industriel. Mais le design, c'est vraiment beaucoup développé. Moi, je travaille sur du design de politique publique, par exemple. Donc, comment on construit une politique publique qui, nativement, va intégrer la diversité des citoyens. J'ai travaillé sur du design de service, donc comment, par exemple, on fait un parcours de déplacement, de je veux prendre le bus jusqu'à j'arrive au magasin où je voulais aller. Et donc, on va réécrire tout le parcours utilisateur. Mais il n'y a pas d'objet qu'on fabrique dans ce parcours, pas sur une première étape. Donc, en fait, le design, pour moi, c'est principalement un état d'esprit et une méthode en quelques phases. Et la première phase, c'est l'immersion, c'est rencontrer les gens, discuter, être présent, interpréter ce qu'ils disent, etc. Puis après, on va avoir ce processus de créativité, de production. Mais ça reste, encore une fois, ma même clé, c'est commencer par discuter, rencontrer, et puis après, le reste, voilà, la méthode design, elle est tout le temps pareille, c'est pas non plus... Alors, on a cité un peu le contre-exemple du lavabo. Si vous aviez, vous, les clés de l'action publique, à quoi vous toucheriez en premier ? Mon sentiment aujourd'hui, c'est que le problème, c'est qu'on pense que le handicap est un sujet de politique publique. En fait, ça n'est pas un sujet de politique publique. C'est comme si on disait qu'on avait fait un ministère des grands, ou un ministère des blondes, ou un ministère des gens avec des lunettes. Ça n'a pas de sens. En fait, le fait d'avoir un handicap ne nous change pas nos droits civiques. Ça aussi, c'est hyper important de le comprendre. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, si j'étais dans la politique publique, je dirais que le champ du handicap devrait juste être un facilitateur qui fait que toutes les politiques publiques intègrent nativement le sujet du handicap. Et que le budget du handicap vient abonder des politiques publiques pour les aider à intégrer mieux cette question du handicap. Mais on ne devrait pas avoir de politique publique du handicap pour l'emploi ou je sais pas quoi. On doit avoir une politique publique de l'emploi qui a une bonne approche de la question du handicap. C'est ça que je ferais. Et sinon, après, je ferais juste en fait des stratégies territoriales. Nous, à Signes de Sens, aujourd'hui, après 23 ans de travail,
On est assez convaincu que la transformation, elle se fait à l'échelle régionale, qu'elle doit être portée territorialement par des coalitions d'acteurs, publics, privés, droit commun, spécialisés, personnes concernées, proches. On les réunit tous et on dit, OK, c'est quoi le sujet prioritaire? Et ensuite, on déroule et on aligne une stratégie commune. Vous venez d'être décoré de l'Ordre national du mérite. C'est un message que vous avez pu porter sous les ordres du ministère? C'est exactement ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, il faut refaire à l'échelle territoriale des coalitions. Il faut arrêter de penser que le handicap est un silo. C'est transverse. Les personnes avec handicap, elles vont à l'école, elles ont des enfants, elles ont un travail, elles créent des entreprises. Enfin, c'est pas un marqueur différenciant, en fait. C'est pour ça que dans le handicap, on a tendance à plutôt parler de besoins spécifiques pour performer, pour exister, mais pas une... Parfois, on parle du handicap comme si c'était une sorte d'autre espèce qui seraient venus sur la Terre et bon, bah, du coup, comme ils sont là, on va faire avec. Mais c'est pas du tout ça. Ça fait partie de nous, complètement. En tout cas, c'est le message. Et après, c'est de redonner foi en l'inclusion parce qu'on est dans une période très compliquée pour l'inclusion. Justement parce que je pense qu'on a moralisé l'inclusion. On a dit, faut être sympa, faut aider les pauvres, faut être sympa, faut donner un peu de son confort pour que l'autre soit mieux ou je sais pas quoi. Et si vous le faites pas, vous êtes des méchants. Et en fait, ça s'est tellement moralisé que quand la morale change, bah, les gens, ils changent d'avis. Pour terminer, je voudrais vous laisser le champ libre pour peut-être vous adresser aux entrepreneurs, aux décideurs de tout poil qui pourraient nous écouter. L'idée à retenir de la vision, de signe de sens de votre action, de votre philosophie, ce serait quoi? Bah, je pense que si vous voulez être disruptif, travaillez avec des publics en disruption. Ce serait ça mon message. Merci beaucoup Simon Hourrier. Avec plaisir. Le design inclusif, ce n'est pas une théorie. C'est une manière de faire, de concevoir, de transformer le quotidien. Et parfois, cette transformation commence par un vêtement. Pas un vêtement conçu pour défiler, pas une pièce de mode conceptuelle, mais un t-shirt, une chemise, un pantalon, ceux qu'on enfile chaque matin ou qu'on n'arrive plus à enfiler seul. C'est là qu'intervient l'Adaptelier. Une jeune entreprise née à Lille, un service de couture pensé pour adapter les vêtements existants aux gestes réels de ceux qui les portent. Loin des codes du prêt-à-porter, l'Adaptelier repose sur un principe simple. Le vêtement ne doit pas compliquer la vie, mais l'accompagner. Ce projet est né à l'IAE de Lille, d'un travail étudiant porté par 3 jeunes femmes, Yaël Duigou, Clémence Mastin et Léa Terrassin. 3 regards, 3 expériences, une même volonté, rendre l'habillage plus fluide, plus digne, plus autonome. Clémence, en alternance dans un EHPAD, a observé à quel point l'habillage pouvait être une difficulté quotidienne pour les résidents. Léa, auxiliaire de vie en job étudiant, a constaté les mêmes problématiques à domicile. Quant à Yaël, issue du secteur textile et en lien avec des couturiers retoucheurs, elle a identifié une demande croissante d'adaptation. Restée sans réponse, faute de solutions techniques accessibles. Ensemble, elles ont posé une question simple mais radicale. Et si on adaptait les vêtements à celles et ceux qui les portent? Pas en créant de nouveaux habits, mais en modifiant l'existant, en écoutant, en testant, en ajustant. Leur service ne crée pas de collection, ils transforment. Un col qui s'ouvre à l'arrière, une robe qui se ferme avec des aimants, un pantalon qui se clipse d'un seul geste. Toujours avec discrétion, toujours avec esthétisme. Ce n'est pas médical, ce n'est pas stigmatisant, c'est simplement bien pensé. Et ce qui avait été conçu pour des personnes en situation de handicap s'avère vite utile à d'autres personnes âgées, femmes enceintes, personnes blessées, aidants, enfants avec troubles moteurs. Ce projet incarne la force du design inclusif. Ce qu'on fait pour quelques-uns bénéficie à tous. La structure collabore avec des ateliers locaux, des ESAT, des couturiers indépendants. Elle agit dans les Hauts-de-France, mais son impact dépasse le territoire. Elle s'entoure de structures médico-sociales, de fédérations professionnelles, de réseaux d'aidants. Elle est désormais reconnue dans les grands écosystèmes de la silver economy et de l'innovation sociale. Les adaptations proposées sont multiples, ouverture dos, épaules, côtés, jambes, poignets, système de fermeture varié, pression, scratch ultra fin, aimant manipulable d'une seule main. Chaque transformation est personnalisée selon les besoins et réalisée dans un réseau de partenaires locaux engagés. La dimension écologique n'est pas oubliée. En transformant l'existant plutôt qu'en produisant du neuf, le projet prolonge la durée de vie des vêtements, évite le gaspillage textile et participe à une économie plus circulaire et responsable. Les vêtements traités sont ceux du quotidien. T-shirts, chemises, robes, pantalons, pyjamas,
Les matières sont sélectionnées pour leur confort, leur résistance, leur adaptabilité. Certaines pièces sont même envoyées à l'atelier par voie postale, avec retour rapide garanti. L'impact social est renforcé par l'ancrage local. Chaque retouche est réalisée par des personnes formées, engagées dans des structures solidaires. Le lien avec les aidants familiaux, les professionnels du soin et les usagers eux-mêmes constitue le cœur de la démarche. Les retours sont unanimes. Gain de temps, gain d'autonomie, amélioration du quotidien. Certains clients redécouvrent le plaisir de s'habiller seuls. D'autres retrouvent un vêtement en chair devenu inutilisable, remis à leur portée grâce à une adaptation discrète mais décisive. Parmi les effets inattendus, certains professionnels de santé ont commencé à recommander cette approche dans les parcours de soins. Des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes et des accompagnants y voient une manière complémentaire de favoriser la rééducation, la mobilité et surtout l'estime de soi. Il ne s'agit plus simplement d'habiller un corps, mais d'accompagner un cheminement. L'approche est aussi pédagogique. Chaque demande est l'occasion d'un échange, d'un accompagnement. L'équipe ne se contente pas d'exécuter, elle conseille, ajuste, reformule les besoins. Ce dialogue constant participe à faire évoluer les représentations sur le handicap, sur le vieillissement, sur la couture elle-même. Mais derrière les chiffres et les prix, il y a autre chose. Il y a un fil qui relie l'autonomie à la dignité. Un fil cousu à la main entre le soin, la mode et le quotidien. Ce n'est pas simplement adapter, c'est permettre de continuer à s'habiller sans dépendre, permettre de sortir de chez soi en confiance, permettre de ne pas avoir à choisir entre confort et apparence. Et c'est précisément ce que propose le design inclusif quand il devient réel. Écouter ce qui gêne, voir ce qui freine, penser autrement et transformer, couture après couture, la relation entre l'objet et l'usager. Dans un instant, nous retrouverons Yaël Duigou. Elle nous racontera comment une idée étudiante est devenue une entreprise engagée et comment, à partir d'un simple bouton, on peut ouvrir bien plus qu'un vêtement. Bonjour Yaël. Bonjour Mathieu. Yaël, vous avez cofondé l'Adaptelier, une solution pour adapter les vêtements aux réalités des personnes alors en situation de handicap, mais pas seulement. Ça concerne aussi les personnes atteintes, par exemple, d'arthrite, de surpoids, ou encore les personnes alitées ou en soins, je crois. Ce que vous faites, donc, c'est élargir la garde-robe de toutes ces personnes, avec notamment des systèmes d'ouverture. Et tout ça, ça se passe à distance. C'est bien ça ? Exactement. Alors, comment est née cette idée de l'Adaptelier ? Alors, l'Adaptelier, c'est un projet étudiant. Donc, on s'est rencontrés avec mes associés à l'IAE de Lille. Et pour valider notre master, il fallait penser la création d'une entreprise. Et on a vraiment rassemblé nos domaines d'activité et nos compétences pour lancer l'Adaptelier. Donc, j'ai mes deux associés qui ont pu faire le constat sur le terrain qu'il y avait des vraies problématiques d'habillage pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Donc, j'ai une de mes associées, Clémence, qui travaillait à l'époque en alternance dans un EHPAD. Et j'ai, du coup, mon autre associée, Léa, qui avait pu faire un job d'été en tant qu'auxiliaire de vie. Donc, toutes les deux ont vraiment été confrontées à ces problématiques d'habillage. Et de mon côté, je viens plutôt du secteur de la mode éthique et durable. Et donc, j'étais au contact de plusieurs couturiers qui m'avaient remonté aussi des demandes d'adaptation de vêtements. Mais comment on adapte un vêtement quand on n'a aucune connaissance du secteur et des problématiques d'habillage et des problématiques de santé. Et donc, on s'est dit, on va creuser un peu le marché, voir s'il existe des choses qui permettent d'adapter les vêtements. Et en fait, il n'existe aucune solution, il n'en existait aucune avant nous pour adapter les propres vêtements des personnes. Donc, il y a quelques marques qui s'intéressent un peu à ces notions d'inclusion et qui font des gammes de collections adaptées, mais sur l'intégralité de l'industrie textile, ça ne représente même pas 1% du marché, et donc c'est microscopique par rapport à la demande. Et là, on parle de design inclusif donc d'un design qui part des besoins, qui part des usagers. Comment vous avez intégré ces usagers dans votre processus ? On les a vraiment intégrés dès le début du projet. Donc, nous, on a fait ce constat-là sur le terrain. On a des parents qui sont soignants, donc c'est des problématiques dont on avait connaissance. Pour autant, on ne connaît pas du tout les gestes techniques d'habillage. On n'est pas soignant. Donc, la première étape, c'était vraiment de comprendre ces gestes-là. Donc, on a pu suivre des aides-soignants pendant plusieurs jours à l'habillage. Donc là, ça a été un vrai choc parce que moi, j'avais jamais vu ça de mes propres yeux. Je savais qu'il y avait des difficultés à l'habillage, mais là, on entendait des cris de douleur parfois. On voyait des vêtements qui étaient déchirés pendant l'habillage tellement ils étaient impossibles à enfiler. Donc la première
première partie, c'était vraiment nous d'aller sur le terrain pour se rendre compte de tout ça. Et après, on a co-construit vraiment avec les professionnels et les usagers. Donc l'idée, c'était dès qu'on avait connaissance d'une problématique d'habillage, on allait avec des couturiers pour repenser l'ergonomie du vêtement et après on les laissait aux personnes pour qu'elles puissent les tester pendant plusieurs jours ou semaines. Et on a fait comme ça des milliers d'ajustements, je crois. Alors la dimension ergonomique, mais l'Adaptelier, justement, vous travaillez avec les vêtements des personnes et donc il y a aussi une dimension de style, en fait, tout simplement. C'est vraiment adapter l'usage, la pratique et puis l'envie de bien s'habiller. Oui, nous on repense vraiment l'ergonomie du vêtement, mais effectivement en fonction du style de vêtement, on va proposer aussi des adaptations qui vont être le plus discret possible, qui vont s'insérer à des endroits stratégiques du vêtement. Donc notre métier c'est vraiment d'adapter le vêtement et pour permettre justement à chacun de garder son style, mais dans une démarche de discrétion et pour pouvoir permettre aux personnes de garder leur style, on essaie de pas dénaturer le vêtement pour que ça puisse vraiment refléter leur identité. Donc on est à la fois sur ces notions de style et d'ergonomie. Pour que ce soit très concret, est-ce que vous avez un exemple? Alors, j'ai cité plusieurs cas de figure qui va du handicap aux personnes qui sont alitées. Peut-être, je crois que vous avez ramené un exemple pour montrer, parce que c'est des systèmes d'ouverture aussi qui permettent cette adaptation. C'est ça, on a une 40aine d'adaptations au total et on vient ajouter des systèmes d'ouverture-fermeture sur le vêtement. L'idée, c'est vraiment de faciliter l'enfilage du vêtement. Donc, on a plusieurs systèmes. Et pour vous montrer un exemple, dans le cas d'une personne qui aurait une hémiplégie par exemple ou de l'arthrose, ça peut être impossible de fermer les boutons de sa chemise. Donc on garde les boutons, donc voilà, on garde vraiment cette notion de style de la chemise, mais en dessous on vient intégrer un système aimanté, hop comme ça, donc sous la boutonnière d'origine, et ça va permettre de fermer le vêtement beaucoup plus facilement et donc dans ce cas-là de garder son autonomie à l'habillage. Est-ce que vous avez, j'imagine, déjà des retours de personnes à qui vous avez facilité le quotidien? Oui, on a eu beaucoup de retours parce qu'on, dans une démarche d'amélioration du service, comme on est sur un service qui est innovant, on a vraiment besoin de collecter des retours pour améliorer la solution. Donc, on a fait plusieurs enquêtes de satisfaction auprès des clients finaux, de leurs familles, des professionnels. Et on a eu la chance d'avoir des super retours. Il y a des retours aussi qui nous permettent d'améliorer des petites choses. Mais on a eu vraiment des retours hyper touchants, surtout de la part des soignants. Parce qu'on est face à une clientèle qui parfois ne peut pas toujours verbaliser pour les personnes qui bénéficient vraiment de la solution. Mais pour tout son entourage, là, on peut vraiment avoir des retours hyper pertinents sur les familles qui sont contents, par exemple, que leurs proches puissent reporter des vêtements auxquels ils sont attachés ou des professionnels qui procèdent à l'habillage et pour qui ça peut parfois être vraiment très compliqué et qui nous disent que c'est une grande avancée pour eux. Donc, oui. Est-ce qu'il peut y avoir des détournements de vos adaptations, des usages inattendus ? Alors, pas tout à fait des détournements. Par contre, on a des adaptations qu'on avait pensées pour un besoin bien spécifique et qui, en fait, vont répondre à d'autres besoins. On a, par exemple, une adaptation au niveau des épaules, donc qui est plutôt pensée pour une personne qui va avoir une baisse de mobilité au niveau de l'épaule et pour qui le passage de la manche est très compliqué. Et en fait, on a d'autres usages à ça pour des personnes qui vont, par exemple, avoir des soins réguliers au niveau de la poitrine. Donc, par exemple, quand il y a un cancer du sein, ça va permettre à la personne de garder son autonomie et aussi son identité pendant les soins et juste d'ajuster et d'ouvrir l'épaule au niveau de l'épaule pendant quelques temps. Et puis pour un sujet un peu plus joyeux, c'est un cas de figure qui est aussi utilisé pour l'allaitement, auquel nous on n'avait pas du tout pensé parce qu'on s'intéresse plutôt aux personnes en situation de handicap ou personnes âgées et pas que. Mais ça montre qu'il y a d'autres utilités auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Alors, l'Adaptelier est basé dans les Hauts-de-France, une région qui est fortement marquée par son histoire avec l'industrie textile. En quoi ça influe sur votre aventure entrepreneuriale ? En quoi ce territoire, qu'est-ce qu'il vous apporte ? Alors, ça nous apporte beaucoup de choses, notamment sur la partie couture textile. De par son histoire, on a la chance d'avoir quand même un vivier de couturiers qui est bien plus important que dans d'autres régions en France. Pour autant, c'est quand même un métier qui se fait de plus en plus rare. Donc, ça reste un enjeu majeur, mais on est quand même plutôt bien desservi. Et après, sur toute la partie textile, on est en recherche de développement de notre solution auprès des marques pour essayer de les aider à rendre aussi leur gamme de vêtements plus inclusif. Et on a énormément de marques textiles dans les Hauts-de-France. Donc pour ces aspects-là, ça nous sert énormément. Et on a aussi un incubateur Eura Materials, donc qui nous apporte tout le volet textile. Et c'est une compétence qui est
aussi assez rares à retrouver dans les incubateurs. Donc ça nous permet vraiment de nous aider aussi sur tous ces aspects-là, techniques de couture, recherche de matériaux, etc. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais vous vous appuyez sur des structures d'insertion et sur des couturiers indépendants, en fait, plein d'artisans dans tout le territoire, c'est ça ? Exactement. Nous, on a vraiment pensé l'ergonomie des vêtements, donc tous les prototypages, on les a fait nous-mêmes. Pour autant, on n'est pas couturier, donc on n'a pas des compétences suffisamment qualifiées pour répondre à toute la demande. Mais il y a des personnes qui font ça très bien et bien mieux que nous. Donc, on a formé des ateliers de couture. Donc, on a un ESAT, notamment, donc qui emploie des personnes en situation de handicap. Et on a aussi des ateliers de couture locaux et engagés qui sont des associations et qui emploient des personnes en réinsertion professionnelle. Et donc, on s'appuie vraiment sur ces réseaux-là pour pouvoir réaliser nos adaptations. Est-ce que l'ambition, finalement, c'est que les vêtements n'aient plus besoin d'adaptation ? C'est d'inspirer les marques, peut-être, ou d'inspirer les créateurs pour créer des gammes qui soient accessibles à tous ? Oui, c'est l'idée. En fait, nous, on a pensé à l'atelier parce qu'on considère qu'il y a déjà énormément de vêtements produits, mais ces vêtements produits, ils ne sont pas pensés au début pour être inclusifs. Donc l'idée, c'est que plutôt de créer une gamme de vêtements adaptés, c'est de partir des vêtements existants pour qu'on les transforme et qu'ils soient plus faciles à enfiler. Mais si les marques pensaient cette notion-là d'inclusion dès le début de la chaîne, potentiellement, on n'aurait plus besoin de nous, mais ça serait une super avancée pour le monde aussi. Donc, c'est quand même ce sur quoi on veut aller. Et nous, on a développé toute une expertise sur comment transformer un vêtement. Mais finalement, il y a plein de similitudes avec la création d'un vêtement. Et tout notre savoir-faire, on pourrait le mettre en application dès le début dans la production. Donc, on serait quand même utile pour, j'espère, venir en appui de ces collections adaptées. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les marques, justement. Alors, parlons encore un peu de l'avenir. C'est les prochaines étapes de l'Adaptelier. Est-ce que vous mettez au point de nouveaux systèmes ? Est-ce que vous voulez élargir votre spectre d'activité ? C'est quoi l'avenir pour l'Adaptelier ? Alors, au niveau vraiment de nos adaptations, on en a une quarantaine aujourd'hui pour répondre à un besoin assez large qui est d'enfiler le vêtement. Mais il y a énormément d'autres problématiques d'habillage où le vêtement peut vraiment servir aussi à d'autres choses. Par exemple, on a des personnes qui vont avoir des stomies ou des poches urinaires et le vêtement pourrait aussi servir à camoufler ça et apporter davantage de confort. Donc, on n'est pas sur l'enfilage du vêtement, mais plutôt sur utiliser le vêtement comme un vecteur de confiance en soi aussi. Donc, on voudrait travailler aussi sur ces aspects-là. Donc, toutes les notions de recherche et développement, on les axe là-dessus. Et puis après, sur le développement de nos activités dans les années à venir et même mois à venir, l'idée là, c'est vraiment de consolider notre modèle avec les établissements de santé et médico-sociaux. Donc, on travaille beaucoup avec des foyers médicalisés, par exemple, ou des EHPAD pour implémenter notre solution chez eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer à déployer ce modèle-là et comme on l'a mentionné assez rapidement, de co-construire aussi un projet avec les marques pour repenser aussi la mode inclusive avec elles. Pour terminer, Yael, si vous pouviez faire passer un message à celles et ceux qui veulent créer autrement, peut-être dans le secteur de la couture, puisqu'on est dans les Hauts-de-France, qu'est-ce que ce serait ? Alors, je leur dirais déjà de foncer. Je pense qu'il y a énormément de problématiques pour des personnes qui ont des besoins ou des corps un peu différents, on va dire. Nous, on s'intéresse à l'habillage, mais il y a énormément de problématiques sur la mobilité, le transport, le sport. Enfin, il y a vraiment énormément de sujets, donc on ne pourra pas tout changer, nous, à notre échelle. Donc, j'invite vraiment les personnes, on va dire valides, à se questionner sur est-ce que quand nous, on prend tel bus, est-ce qu'une autre personne pourrait le faire ? Si ce n'est pas le cas, allez-y, créer une société qui permettra aux personnes de pouvoir vivre le quotidien un peu plus sereinement. Donc voilà, je leur dirais de foncer, mais de vraiment bien co-construire le projet aussi avec ces personnes-là. Nous, on est sur le marché de la silver economy, pas que, mais du coup, c'est le marché du troisième âge. Et on a énormément d'entrepreneurs qu'on connaît qui ont une idée de génie, mais qui n'ont pas suffisamment interrogé les personnes autour d'elles, qui vont donc développer, par exemple, des solutions beaucoup trop tech, trop digitales pour une clientèle qui n'est pas du tout adepte de ça. Et finalement, si on pense tout seul dans son coin, ça servira à personne. Donc, foncez, mais entourez-vous bien. Un message plein de sagesse. Merci beaucoup, Yael Dugou. Merci. Ce que vous venez d'écouter n'est pas une parenthèse. C'est un point de bascule. Le design inclusif n'est pas une discipline en marge, c'est une manière de concevoir qui transforme le réel. Et ce réel, nous l'avons traversé ensemble aujourd'hui. Nous avons posé un constat fort. Concevoir, c'est faire des choix. Et chaque choix crée des inclusions ou des oublis.
Avec Simon Ourier, nous avons vu que partir des usages oubliés, ce n'est pas réduire, c'est élargir. Ce n'est pas simplifier, c'est affiner. Et avec Yaël Duigou, nous avons compris que l'inclusion peut se coudre, se zipper, se boutonner, que s'habiller peut redevenir un acte d'autonomie, et que la dignité peut commencer par un vêtement. Quelques chiffres pour ne pas perdre le cap. 12 millions de personnes vivent avec un handicap en France. En incluant les situations temporaires, sociales ou contextuelles, ce sont plus de 20 millions qui rencontrent des obstacles d'usage. Pourtant, moins de 1% des produits ou services sont conçus pour intégrer cette diversité dès le départ. Et paradoxalement, 80% des innovations inclusives bénéficient à tout le monde. Sous-titres, interface vocale, packaging simplifié, rampe d'accès, vêtements faciles à enfiler. Le design inclusif n'est pas une niche, c'est un miroir grossissant des failles et des opportunités. Et dans les Hauts-de-France, cette dynamique est déjà en mouvement. À Lille, une start-up développe une appli de lecture adaptée aux enfants dyslexiques. À Lens, un collectif citoyen co-conçoit du mobilier urbain multisensoriel avec des usagers aveugles. À Tourcoing, un Fab Lab travaille avec des aidants pour réinventer des objets d'usage quotidien. Dans les incubateurs labellisés par la région, des dizaines de porteurs de projets commencent leur aventure par cette question simple : qui n'a pas été prévu dans ce que je conçois ? Et cette question, nous vous la transmettons aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur, designer, chercheur, élu, salarié, citoyen ? Prenez 10 minutes. Choisissez un objet, un service, une interface que vous utilisez chaque jour et posez-vous cette question : à qui cela ne convient-il pas ? Vous venez de poser la première pierre d'un projet inclusif. Parce qu'inclure, ce n'est pas ajouter une option. Ce n'est pas cocher une case. C'est mieux concevoir. C'est penser plus largement. Et c'est, au fond, dessiner une société qui fait de la diversité une richesse, pas une exception. Et quand on pense mieux, on crée plus fort. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous, et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à explorer les ressources complémentaires de cet épisode. Fiches pratiques, témoignages, outils à tester, disponibles sur le site HDFID. Dans le prochain épisode, nous vous invitons à changer d'échelle. Direction les océans, les forêts, les falaises, nous irons voir comment la nature inspire déjà les entrepreneurs de demain. Comment les coraux, les termitières, les lotus ou les ailes de papillon deviennent des modèles pour l'innovation durable. Pour aller plus loin et tester ce que vous avez retenu, on vous propose un petit quiz interactif. C'est un QCM rapide, conçu pour ancrer les idées clés abordées aujourd'hui. Vous le trouverez dans la description de l'épisode ou directement sur notre site. À vous de jouer!